Il y a quelques semaines, il y a eu des choses terribles qui sont passées à Beyrouth. Il y a eu des bombardements terribles qui ont fait beaucoup de morts. C'était le 8 avril. C'est ça, la journée du 8 avril. Moi, j'étais avec mes amis libanais et ils m'expliquaient à quel point ça avait été un traumatisme absolu, quoi. Et depuis, vous l'avez dit, il y a malheureusement rien de nouveau. Ils ont vraiment peur. Et puis toute la vie sociale s'est arrêtée. Enfin, l'économie est évidemment en très grande difficulté, mais la vie concrète s'est arrêtée. Et donc, dans ces circonstances-là, dans un pseudo cessez-le-feu, je crois qu'il faut arrêter de parler de cessez-le-feu. Nous sommes dans une guerre, là, et même une agression, parce que où va s'arrêter l'armée israélienne? Ça n'a pas de sens en réalité, on va y revenir certainement. Donc effectivement, pour les habitants de Beyrouth en particulier, c'est une attente extrêmement angoissante, car au fond, il n'y a pas de limite, et le gouvernement libanais dans cette affaire est évidemment complètement dépassé. L'armée libanaise ne peut rien faire. Elle est presque spectatrice du drame qui se joue, pour plein de raisons que nous connaissons. Donc voilà, je crois que c'est... Et puis surtout, ce qui me paraît central dans cette affaire, c'est que... mais où va-t-on? Où va-t-on avec sans arrêt bon, l'image du jour, c'était mettre un drapeau israélien sur le château de Beaufort. Je vous rappelle que le château de Beaufort avait été sous occupation pendant des années, chacun le sait. Donc on revient à 20 ans en arrière ou un peu plus. Ils sont partis en 2000. Donc c'est 25 ans en arrière. Et alors, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat concret? Donc c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça va s'arrêter, on va s'apercevoir que ça n'aura pas servi à grand-chose. Car il est évident que le Hezbollah va pas céder. Il est évident aussi qu'on va pas désarmer le Hezbollah dans une phase de guerre. Il y a une contradiction intrinsèque qui me paraît extrêmement importante. Écoutez, c'est difficile à dire. Ce que je serais tenté d'évoquer, c'est d'abord un désastre, quoi. Parce que quand vous évoquez l'agression et la montée en puissance de l'armée israélienne et son escalade, il faut voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Quand on dit, on demande des évacuations sur le plan juridique, et d'ailleurs les autorités libanaises l'ont dit, c'est aussi des transferts forcés de population, car si vous partez pas, vous êtes mort. Mais en Par plus, centaines de milliers, on est à bien plus sûr, d'un million de on doit déplacés être à là. 1,2 million, quelque chose comme ça. Il faut rappeler que la population libanaise, c'est de l'ordre de 4 millions, 4,5 millions, on ne sait pas exactement. Donc c'est Un considérable. quart de la C'est population. considérable. Mais ce qui est encore plus considérable, si je puis dire, c'est que lorsque l'armée ordonne ces transferts, elle occupe ces villages, et c'est Nakura au bord de la mer, c'est Binchbel, on le voit sur la carte sûrement, un peu plus loin c'est Riam, un peu plus loin encore c'est Nabatieh, c'est Tyr. Ce sont des villes qui font quand même plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Nabatieh, ça veut dire de 80 000. Or, une grande partie de ces villes et villages sont détruites, mais détruites par les bombardements, mais aussi systématiquement par des bulldozers. On rase. Il faut comprendre ce que ça peut signifier. Et dans la ville de Binjel, par exemple, qui est donc à quelques kilomètres de la frontière israélienne et qui était effectivement un lieu important pour le Hezbollah, mais globalement pour la population chiite, c'est une ville qui fait environ 30 000 habitants. Bon, elle a été rasée, mais au point que le cadastre n'existe plus, au point que donc les gens qui sont partis ne pourront pas revenir. Mais où sont-ils? Où sont leurs maisons? Où sont leurs champs, etc. Donc on en est là. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que par rapport à ce qui s'est passé à plusieurs reprises dans les escalades militaires israéliennes au Liban, là il y a un fait nouveau qui est revendiqué par Katz, le ministère de la Défense, qui consiste à dire on va faire dans le Liban Sud comme on a fait à Gaza. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y a deux types de contrôle militaire. Il y a celui qui fait qu'on occupe un territoire, et puis lorsque il se passe un moment d'apaisement, on peut se retirer du territoire et on le laisse dans l'état à peu près correct, même avec des bombardements. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de détruire la zone, entre guillemets, de sécurité. Sécurité pour qui? Pas pour les Libanais, hein, certainement pas. Eh bien, elle est détruite, quoi. Il faut comprendre ce que ça veut dire pour les gens. Moi, j'ai des amis à Riam, par exemple, qui ont une grande maison familiale depuis très longtemps. Elle a déjà été détruite, mais là, c'est pas simplement leur maison qui est à nouveau détruite, c'est tout le quartier, c'est toute la ville, il reste rien ou presque rien. À Nakura, c'est la même chose. Donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a aucune raison militaire qui permet de justifier de tels désastres, quoi. On veut vraiment rayer de la carte ce que disaient certains Libanais, ils utilisaient un terme, on raye, on veut enlever notre mémoire, car ça veut dire aussi les lieux de patrimoine, ça veut dire aussi les églises ou les mosquées. Donc c'est chose de très grave. Et par ailleurs, par rapport à votre question, ça va mener à quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie cette escalade? Quel est l'objectif politique? Là encore, c'est uniquement, toujours, la force armée, quoi. À Gaza, on parle de force armée, en Iran, on parle de force armée, au Liban, c'est de la force armée. Mais est-ce qu'un jour, on va entendre un responsable politique parler politique, c'est-à-dire on est prêt à faire tel ou tel compromis en échange de tel ou tel avantage? Là, non, c'est simplement on avance, on frappe.
Ben, ils sont épuisés, tout simplement. Et puis c'est le Liban qui est en train d'être détruit. Enfin, moi, je connais bien ce pays pour mille raisons. Et il est en train d'être détruit. La société du sud Liban n'existe plus. Il va falloir la restructurer, la reconstruire un jour. Mais c'est vraiment... Et l'impact de ce million de réfugiés sur le reste du Liban est considérable. Et ce que vous avez évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'angoisse des frappes d'avenir à Beyrouth ou ailleurs. Parce que c'est partout, c'est pas uniquement... Alors, Beyrouth, c'est particulièrement important, bien entendu. Mais vous l'avez rappelé, c'est à la Beka aussi qu'il y a eu des bombardements aussi très importants. Mais où est la proposition politique qui permettrait d'avancer? Pour l'instant, il n'y en a aucune. On est juste dans la volonté de frapper encore et encore. Et c'est la même chose qui se passe à Gaza, c'est la même chose qui se passe en Iran. Alors justement, pendant qu'on en parle, on va faire un petit parallèle. J'aimerais qu'on regarde... C'est une politique désastreuse, si vous voulez, à terme. Parce que je disais tout à l'heure, un vrai désastre politique, mais aussi humain, quoi. Il y a un déni d'humanité dans cette affaire qui est quand même assez tragique. Si on prend d'abord Gaza, c'est 380 km, arrondissons à 400 km², ce qui n'est pas tout à fait ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Palestiniens sont réduits dans un tiers, ça va devenir un tiers de ces 400 km², le long de la mer, sans aucune possibilité de partir. Ils sont complètement coincés dans des conditions de vie absolument épouvantables. Le dernier rapport des Nations Unies disait que les Palestiniens se battaient avec les poux, avec les rats, car même les éléments minimums pour avoir une hygiène élémentaire ne peuvent pas entrer à Gaza, Donc bon, ça c'est factuel. 2 millions de gens enfermés dans une bande de territoire qui, comme une peau de chagrin, est réduite par l'armée israélienne, qui a complètement, évidemment, oublié, comme le reste de la communauté internationale, qui avait un plan qui était supposé, à l'inverse, faire en sorte que l'armée israélienne devait se retirer progressivement de Gaza. C'est l'inverse qui se passe. Point. Deuxième point. Pourquoi faire? Avec quel objectif? Vous imaginez 2 millions de gens enserrés, enfermés dans une petite portion de territoire, sans aucune infrastructure de quelque nature qu'elle soit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut les chasser. Ça veut dire qu'on veut leur demander de quitter. C'est la fameuse, je mets des guillemets, l'émigration volontaire. Voilà, vous voyez, vous pouvez pas vivre, donc partez. C'est ça. Le projet dans la presse israélienne est régulièrement réévoqué par tel ou tel député, et pas simplement l'extrême droite. Il y a au moins un point commun, c'est que les Israéliens veulent la reddition, quoi. Ils veulent la reddition de l'autre, reddition des Libanais, reddition du Hezbollah. Et pour les Palestiniens, c'est pire encore, parce qu'au moins les Libanais sont chez eux dans leur État. Mais là, pour les Palestiniens, c'est vraiment la volonté de les pousser dehors. Comment peut-on imaginer une situation dans laquelle 2 millions de gens vivent comme ça ou survivent dans ces conditions-là? Et si vous prenez, comme vous l'avez justement évoqué, la Cisjordanie, là, la volonté aussi, c'est écraser toute la société de Cisjordanie. C'est fait, quoi. C'est déjà fait. Les violences, on parle toujours de la violence des colons. C'est une réalité, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Cette violence des colons, elle s'adosse sur une politique tout à fait officielle du gouvernement. Smotrich... par certains ministres d'extrême droite. Bien sûr, notamment. mais je veux dire, mais qui est soutenu par le gouvernement tout entier. C'est pas simplement Smotrich, c'est pas simplement les colons, c'est pas simplement Smotrich. Non, mais qui sont régulièrement envoyés sur le terrain aussi pour souffler sur les braises. C'est les colons, si vous voulez. Et ça, c'est une violation du droit international humanitaire dans des conditions épouvantables. J'ajoute un point intéressant, dont on aura peut-être des échos plus tard, c'est que la Cour pénale internationale semble avoir lancé un mandat d'arrêt contre Smotrich et quelques autres, et que ces mandats d'arrêt, comme la Cour le fait quelquefois, ou comme les tribunaux, par exemple, sur l'ex-Yougoslavie le faisaient autrefois, des mandats confidentiels. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais dans la presse israélienne, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et il est bien possible qu'il y ait un mandat d'arrêt, parce que c'est des violations, mais considérables, du droit international humanitaire. Tout ça, pourquoi? Pour faire en sorte... Il y a eu un très bon papier dans Le Monde sur d'Amnesty, un bon papier aussi de La Paix Maintenant, qui expliquait que ce que veulent ce gouvernement, c'est de créer un espace où l'État israélien sera maître chez lui, mais ça veut dire le maître de la discrimination, car évidemment derrière il y a la volonté de faire comme c'est le cas déjà, des Palestiniens, des citoyens de seconde, de troisième zone, qui n'auront qu'un choix eux aussi, se soumettre ou partir. Dans la question, il y a la réponse, puisque dans le Conseil de sécurité, il y a les États-Unis. Les États-Unis soutiennent ces offensives. Par conséquent, il est probable qu'il y aura un veto américain, quel que soit le texte, aussi bien élaboré pour essayer de passer. Il va se cogner contre un veto, sauf surprise. Mais j'y crois pas. Donc ça veut dire que le Conseil de sécurité est bloqué. Et c'est bien une des grandes questions, c'est que tout ceci se déroule aujourd'hui, alors que nos institutions internationales, qui parfois pouvaient être utiles, aujourd'hui sont complètement marginalisées pour les raisons que chacun connaît. Et c'est grave, parce qu'en plus, tout ça ne met
mène nulle part. Ça mène à un désastre. Mais une fois qu'on aura comme ça écrasé les sociétés libanaises ou palestiniennes, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura forcément des résiliences, il y aura forcément des résistances, et c'est une séquence qui va en accoucher d'autres, encore plus violentes, évidemment, parce que ceux qui subissent ça ne l'accepteront pas. Donc on est vraiment dans un cercle infernal dont il faut sortir, et Netanyahou est enfermé dans une obsession consistant à dire l'autre n'existe pas, je veux sa reddition. Vous parlez d'une déclaration de Trump à quelle heure? Car ça change tout le temps. En général, là, c'est maintenant qu'il se réveille. Oui, donc il faut attendre la suivante. Enfin, si vous voulez, il est clair qu'il a certainement obtenu quelque part un feu vert, pour une raison que je crois très simple, c'est que Trump sait que Netanyahou est en désaccord total avec la possibilité de signer un accord dont on n'est pas vraiment les contours. Donc j'ai l'impression que en échange, c'est une hypothèse, car évidemment personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais en échange de l'idée qu'il pourrait y avoir un accord États-Unis-Iran, eh bien il donne à Netanyahou la capacité d'agir comme il l'entend sur le terrain libanais. C'est une possibilité, ça. La paix d'un côté, mais je te laisse continuer la guerre, c'est possible. Mais dans tous les cas de figure, on est dans une impasse. Mais là où les choses deviennent très compliquées, c'est ce que vous avez dit, c'est que les Iraniens, autrement dit, on voulait mettre le Liban de côté, il revient, puisque les Iraniens viennent de dire qu'il n'y aura pas d'accord. Ils n'ont pas vraiment lâché leur proxy libanais jusque-là. Hein. Depuis le début, ils se sont toujours accrochés à ça, s'en servant comme argument ou pas. Mais c'est vrai. Ils se sentent plutôt en position de force. Il est possible, effectivement, que cette déclaration soit suivie des faits, c'est-à-dire qu'on ne signera pas s'il n'y a pas un cessez-le-feu. Ce qui voudrait dire aussi pour Netanyahou qu'il a très peu de temps devant lui et qu'il accélère encore cette escalade militaire dont l'objectif est d'écraser la société libanaise. Finalement, parce que le Liban est une société complexe et le Hezbollah, quoi qu'on puisse en penser, il est partie prenante de cette société complexe. La première chose, c'est un cessez-le-feu et il faudrait effectivement que le Conseil de sécurité réexiste. Ça serait une possibilité, mais j'y crois pas trop. Donc en fait, je vois vraiment pas dans les prochains jours comment on peut sortir d'une telle situation où chacun veut rajouter quelque chose à la force armée, où chacun pense uniquement à la force armée. Je pense que pour l'instant, ils sont sur la même longueur d'onde. Chacun joue dans son camp et avance. Je pense qu'il faut sortir de cette obsession fausse que c'est la force armée qui règle un problème politique. Ça n'arrive jamais. Ça ne conduit qu'à des désastres. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons.